étroite avec l'administration en place. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora est réservée d'abord à pouvoir approcher l'ambassade, qui est une relation normalement diplomatique d'un pays à l'extérieur. Bon, on se dit que ce n'est qu'une émanation du pouvoir en place. On ne veut pas l'approcher. Donc, si le pouvoir peut faire un effort de manière que dans des grandes agglomérations ou des grands pays où la diaspora est forte, pour que ces représentants de ce pays, de notre pays, soient des hommes de consensus qui sont acceptés par chaque Togolais pour qu'on puisse vraiment avoir une intégration facile. Parce que la diaspora ne peut exister que seulement si elle a une affinité avec son pays de provenance. Et si nous sommes coupés de ce pays-là, on n'est plus une diaspora, mais on est quand même des esprits perdus. Je crois que le pouvoir est sollicité à faire d'efforts considérables en ce sens-là pour qu'on soit à l'aise à communiquer avec eux et à travailler avec eux. D'accord. Il a touché du doigt le fond du problème. La lutte contre la corruption fait partie, il est en plein dans la lutte contre la corruption. Dans ce pays, on ne peut pas réussir si on ne s'associe pas avec les grands, avec ceux qui ont du pouvoir, avec ceux qui ont de l'influence. Il faut les associer. Proposez-leur d'entrer dans votre capitale. Vous verrez. Mais ils vont vous dire, on va entrer mais sans payer. Vous me donnerez des 20%, 10%, 15%. Oui. Oui, c'est ça qui est triste. L'Afrique devrait être, normalement en l'an 2000, il était prévu en 1960, que l'Afrique serait la troisième puissance économique du monde. L'Est, l'Ouest, et là, regardez où nous en sommes. À cause de nos dirigeants. Aujourd'hui, donc, nous le savons, la diaspora, l'importance de la diaspora dans nos économies, elle est très forte. Depuis un temps, on n'a pas cessé de parler de fuite des cerveaux, de pillage des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, il nous faut toujours tenir ce discours? Parce qu'entre-temps, il y a l'Union africaine qui a demandé à ce qu'on considère la diaspora comme la 6e région du continent. Donc, nous devons dépasser aujourd'hui ce concept de fuite de cerveau des compétences. Je ne crois pas que le problème doit se poser encore dans ce contexte révolu qui est la fuite des cerveaux. C'est comme l'osmose. Vous prenez deux solutions. Menez une membrane à travers. Si les solutions sont équilibrées, le truc va rester là où ça devait rester. Mais si quelque part c'est mieux ailleurs, les gens vont quitter pour aller là-bas. Moi, je ne vois pas que si on parle de fuite de cerveau, on peut beaucoup parler dans les journaux, dans n'importe où, mais sans rien changer. Créant les conditions de retour nécessaires sur le terrain, les gens vont revenir. Parce que si maintenant je reviens, c'est que je vois comment je pourrais aider à faire quelque chose. D'autres ont la volonté aussi de vouloir venir faire quelque chose. Mais peut-être ils n'ont pas cette capacité de pouvoir affronter la difficulté comme quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ils ne reviennent pas. Donc nous devons, nous appelons le gouvernement, notre administration, à faire des efforts nécessaires pour que les conditions d'accueil pour la diaspora soient appropriées. Et dans ce moment, on parle de fuite de cerveau, mais on parle plutôt de retour de cerveau. Puisqu'on est allé à l'extérieur pour se former, on est formé pour ce pays. Si les conditions sont rassemblées, nous reviendrons. Je n'ai rien à rajouter. C'est les conditions d'accueil, de fluidité, de transparence. La transparence et d'égalité. C'est ça. Et de liberté. La liberté, l'égalité et la solidarité nationale ne sont pas en vigueur dans ce pays. C'est ça qui fait que nos cerveaux, ils ont fui, ils sont là-bas, ils ne peuvent pas revenir tant que les conditions d'accueil ne sont pas égales pour tous. Donc aujourd'hui, le concept de fuite de cerveau, de compétences est dépassé. Non, pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette... Je crois que c'est une question de vocabulaire. Ce n'est pas que la fuite continue, mais il y a les conditions pour la ramener. Par exemple, dans le programme d'un des candidats de la présidence prochaine, de 2008, il est prévu qu'on puisse offrir des conditions utiles à toute la diaspora qui veut revenir au pays. Donc ils auront un avantage fiscal et un avantage de rémunération sous contrat, et au bout de 2 ans, 3 ans, si ça leur plaît, ils restent, et là ça sera définitif, et si ça ne leur plaît pas, ils repartiront. Donc c'est ça, il faut les conditions d'attraction et d'assurance vie normale ici, parce qu'ils ont goûté aux fruits du paradis qui existe. C'est pas un paradis facile, certes, parce qu'il y en a qui souffrent,
Mais disons que 80% de la diaspora vit relativement bien. Et donc, pour pouvoir... mais elle a le cœur au Togo, encore. La plupart on voudrait bien revenir au pays, mais à condition que les conditions d'accueil, financières, judiciaires et autres, sécuritaires, soient convenables pour qu'ils puissent enfin retrouver et manger la pâte en famille. Ça leur manque. D'accord. Ouais, tout à fait. Monsieur Wojo, donc vous pouvez revenir, c'est possible. Donc revenir s'installer au Togo. Tout à fait. Rien qu'au Togo. Tout à fait. Je suis le seul là pour pouvoir avoir le programme de revenir. Beaucoup de diaspora ont envie de revenir. Maintenant, ça dépend de quelle expérience nous pouvons faire ce terrain qui nous permettait de pouvoir avoir confiance et revenir. Je crois que le point se situe de ce que nous pouvons faire ici pour assainir d'abord le terrain de manière que les conditions d'accueil soient vraiment réunies. Je vous dis que pour moi, c'est pas facile, puisque ayant des affaires à l'extérieur où il y a un état de droit, un respect mutuel, il est difficile maintenant, lorsque, la fois dernière, j'étais allé à la gendarmerie pour demander à savoir, qu'est-ce qui arrive au conteneur. Et d'abord, un gendarme était venu me voir, il dit que, attends, d'abord, il n'a rien expliqué, il est allé amener un autre gendarme, et il demandait, monsieur, il arrive, il dit que, vous savez quoi, quand la gendarmerie saisit, là, ça traîne, il dit, d'abord, pourquoi la gendarmerie aurait saisi le conteneur? Il a dit, monsieur, sors du camp. Il dit, monsieur, sors de mon camp. Mais je me suis vraiment un peu très choqué, qu'on me dise que sortir de camp, c'est comme la gendarmerie aura un camp dans ce pays, et que les civils aussi auront le camp dans ce pays. Moi, je crois que ces concepts doivent être dépassés. Il ne doit pas avoir une friction entre les hommes de sécurité, de défense, et nous les civils. J'ai des frères qui sont policiers, qui sont gendarmes, qui sont militaires dans mon village. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des militaires, vont mourir militaires. Les enfants ne sont pas militaires. Alors, ils peuvent vivre le cas que je vis actuellement. Nous devons comprendre que nous sommes tous les filles et les fils d'une même nation. Nous devons se respecter mutuellement. Si vous êtes entré, je ne suis pas entré, ce n'est pas dire que je suis inférieur à vous. Si, je suis, comment dire, enclavé, vous êtes enclavé, ce n'est pas dire que je suis supérieur à vous. Nous sommes tous égaux. Et je crois que cette notion d'équité, de respect mutuel, doit prévoir là pour que, du moins, cette frustration que nous vivons en tant que des gens de la diaspora soit un peu levée, puisque moi, je suis plus à l'aise de voir un militaire m'offenser comme ça, ou du gendarme de sécurité m'offenser comme ça. J'étais choqué. Mais je me suis retenu pour quitter le camp, pour aller me plaindre au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, et de là, j'étais allé à la primature pour leur dire vraiment, je ne crois pas ce qui se passe vraiment ici. Et ils pensent que ce sont des offenses que aucun citoyen ne peut plus admettre. Et je vois les cas que les Indiamans dont nous apprécions les conditions de l'économie actuellement vivent chaque jour sur les routes. Ce sont des brimades que nous devons essayer de pouvoir éviter à notre population. D'accord. La prochaine fois, il faudra aller voir M. Titik Pina, le ministre de la Sécurité. Je suis sûr qu'il vous accueillera bien, qu'il vous trouvera la solution. Parce qu'il y a quand même des gens bien dans ce pays. Et le même problème se pose, c'est pas seulement entre civils et militaires, c'est même entre civils. Entre civils, quand vous avez des gens qui sont de l'autre côté du pouvoir, mais c'est incroyable, ils vous espionnent, etc. Et puis ils vous bloquent le chemin, ils vous envoient des torpilles, etc. Ça, il n'y a pas la transparence. La transparence, l'égalité du citoyen, on ne le ressent pas dans ce pays. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui manque, qui fait que la diaspora, elle ne franchira pas le pas pour revenir. Regardez ce qui lui est arrivé avec son conteneur. La prochaine fois, il évitera d'envoyer des conteneurs. Or, le conteneur fait vivre au moins 10 personnes qui vont travailler de ça. Entre ceux qui font la déclaration, ceux qui distribuent le produit, etc. C'est au minimum 10 à 20 personnes qui vont vivre de ça. C'est terrible. Bon, mais ceux qui sont au pouvoir, eux, ils n'imaginent pas ce que c'est que la souffrance populaire. Parce qu'ils boivent du champagne à longueur de temps, ils mangent du foie gras, du caviar, ils voyagent toujours en avion première classe et compagnie, aux frais de la princesse. Et voilà, c'est ça qui est terrible, qui fait qu'il y a un décalage total entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas dans ce pays. C'est ça, le divorce est là, il n'y a pas que là. Là, déjà, il y a un grand divorce entre ceux qui sont en haut, qui ne voient pas ce qui se passe en bas. L'apport de la diaspora dans l'économie des États africains, quelle perspective le cas du Togo? C'est de cette question que nous débattons aujourd'hui dans Question à la Une. Avec moi dans ce studio, deux invités. Eric Boto, il est expert en comptabilité et finance, et M. Nadim Michel Kali, il est expert en politique économique togolaise. Chers invités, M. Gocho, cette question, elle est à vous. Peut-on dire aujourd'hui que la diaspora africaine détient l'une des clés de développement économique du continent? Ouais, je crois que
si on ne veut pas être trop un peu égoïste ou orgueilleux, on dirait oui. Et je suis tout à fait partant que la diaspora détient une clé importante en termes d'économie, en termes d'apport à l'économie. Et aussi, je suis contre qu'on considère la diaspora comme étant une sixième des régions, mais plutôt un centre des régions. C'est qu'on est une des parts de toutes les régions de notre développement économique ici. Et c'est-à-dire que nous devons être considérés comme étant une partie intégrante de l'économie. Qu'on ne nous met pas de cas que, bon, ceux-là sont de la diaspora, ils viennent d'ici, ils viennent de là. Nous sommes les fils et les filles de la nation. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous voit comme étant des éléments d'extérieur, mais une partie intégrante. Puisque j'ai encore mon papa ici, j'ai mes parents ici, je suis que de l'extérieur pour le moment, il peut revenir m'installer et faire partie encore intégrante comme étant l'un des membres des fils du pays, vivant à l'intérieur du pays. Mais le pire, on les considère toujours comme des étrangers, puisqu'on ne leur donne pas le droit de vote. Or, le droit de vote, c'est la plus simple expression de faire partie d'une nation. Et c'est ça que je trouve affreux. Hein, pourquoi on ne leur donne pas le droit de vote? Regardez tous les pays du monde. Hein, ils ont leurs citoyens qui votent auprès des ambassades à l'extérieur. Mais chez nous, ici, non. Ça, c'est affreux. Donc, ce qui veut dire que la diaspora se sent brisée. Elle se sent coupée du pays. Et ceux qui nous aident ici, qui envoient des fonds à leurs parents, il faut leur dire merci parce que vraiment, ce geste politique de les exclure des élections, c'est un geste de discrimination insupportable. Ouais, au-delà de l'aspect politique, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'ils ont un rôle à jouer vraiment dans le développement Ah oui, puisque heureusement, le Togolais est connu depuis les Allemands, hein, que c'était la colonie modèle, parce que le Togolais est un homme, excusez-moi les femmes, quoi, je veux dire, un homme avec un grand H qui est homme et femme, hein, est un homme reconnu, discipliné, travailleur et sérieux. Hein, et ça, cette qualité morale du Togolais est reconnue par les Européens et les Américains. Hein. Les Américains, ils avaient doublé il y a quelques années le quota de visa aux Togolais parce qu'ils avaient remarqué que vraiment ils travaillaient très bien aux États-Unis et qu'ils ne faisaient pas des magouilles de fraude, de drogue, etc. Et on a doublé le quota des Togolais. C'est formidable. Donc on le repère à l'étranger. Et dans les sociétés françaises que je connais qui sont installées ailleurs en Afrique, ils me disent, quand ils me voient, ah, je veux te faire plaisir. Tu sais, j'ai pris un comptable togolais. Ils préfèrent les comptables togolais à avoir que les autres comptables africains. Parce que le Togolais, il a cette réputation de fidélité, de respect, d'intégrité, hein, qui est vraiment un capital humain. Et c'est ça qui fait, j'en parlais dans le tourisme, nous avons un capital d'accueil du Togolais qui n'existe nulle part au monde. Hein, mais les autorités ne l'ont jamais exploité. Nous avons une mine d'or pour accueillir les étrangers ici, pour développer notre tourisme, mais ça a toujours été négligé, parce que nos gouvernants ne regardent pas la réalité. Ils ne regardent que leurs milliards, ils ne regardent que leurs bienfaits à eux, que leur avion personnel, leur palais, mais ils ne voient pas, ils ne vont pas dans les quartiers, ils ne vont pas voir comment les gens souffrent. Ils ne connaissent pas la souffrance du peuple togolais. Oui, monsieur Bodjo. Oui, j'aimerais ajouter un point qu'avait souligné, bon, disons, enchérir un point qu'avait souligné le professeur Khalif. C'est à propos du droit de vote. Je ne crois pas que c'est politique, c'est tout à fait un droit civique à citoyen. Et je crois que pour nous faire en tant que partie intégrante de l'économie de la société togolaise, il faudrait que ce droit de vote soit accordé à la diaspora. Puisque, bon, si on n'est pas appelé à faire exprimer notre suffrage, notre volonté, notre considération, je pense que quelque part on est un peu isolé. Et en ce sens, on pourrait parler de sixième région. Mais si vraiment nous avons le droit de pouvoir voter et s'exprimer... Oui, mais certains pays l'ont, hein, les citoyens, la diaspora de certains pays a ce droit de vote. Exactement, c'est pourquoi nous commençons par nous devons le réclamer nous aussi, hein, au niveau de la population togolaise, à l'extérieur, ouais, que nous devons avoir ce droit de vote. Et c'est nécessaire, c'est respect envers notre personnalité en tant que diaspora. Mais est-ce que vous-même vous faites des efforts en ce sens-là? Bon, ben, il y a eu des débats, des discussions sur le sujet. Oui, tout à fait. Il y a eu des débats dans ces sectes de réflexion qu'il y avait à pertenir. Mais je pense que maintenant, nous allons transposer ça au niveau de l'État pour l'exprimer nos souhaits. Et je pense que nous le ferons. Et au cours de notre congrès qui aura lieu en mai ou juin 2010 avec le congrès
pour l'économie et la société du Togo, nous l'exprimerons, nous avons une lettre adressée aux grands dignitaires de ce pouvoir. D'accord. Mais il faudra vous adresser directement au président de la République. Parce que les ambassadeurs que nous avons là-bas, c'est des filtres qui empêchent de passer l'information. Parce que tout ce qui est susceptible de gêner, il ne passe pas. Donc adressez-vous directement à l'instance supérieure du pays, le premier magistrat de ce pays, le président Faure Gnassingbé. Qu'il soit au courant, lui, le Premier ministre, le ministre de la Justice, sont les trois plus concernés par ça. Mais pour y arriver, il leur faut forcément passer par certains intermédiaires. Pas de dépasser les ambassadeurs, parce que les ambassadeurs sont mauvais. L'apport de la diaspora dans l'économie des États africains, quelle perspective? Le cas du Togo aujourd'hui, dans cette émission, je reçois M. Eric Gauthieu, il est expert en comptabilité et finances, et M. Nadim Michel Khalif, il est expert en politique économique togolaise. Cette émission, nous sommes presque à la fin. J'ai encore le temps de leur poser, c'est pas une question, mais de leur demander juste leur mot de fin, la conclusion, M. Gauthieu. Merci M. Omegan pour encore l'occasion d'être sur ce plateau. Je crois que en tant que élément de la diaspora, nous sommes très concernés par l'avenir de ce pays et nous voulons contribuer à vos capacités pour que l'économie se relève de manière qu'on ait une fierté citoyenne d'être de ce pays, d'être togolais et togolaise. Et je crois que c'est nécessaire que l'État fasse des efforts pour assainir un peu les procédures administratives d'État, pour qu'on se sente un peu à l'aise en revenant chez nous. Parce que s'il arrivait qu'on se sent mieux à l'étranger que chez nous, c'est un peu paradoxal. Et je crois que l'État doit faire des efforts. Je me suis approché à certaines autorités d'hier de place. Je pense que peut-être qu'il y a des efforts qui se font en haut, mais qui ne se pensent pas sortir en bas. Non, il faudrait que les efforts à consentir puissent être encore de degré élevé pour que les Togolais se sentent à l'aise. Et je crois que quand je vois un peu la brimade, ou disons les députés, des citoyens de l'intérieur, c'est choquant. Je pense qu'on peut faire mieux, et ça demande beaucoup d'efforts, de volonté. Je l'ai déjà dit que nous devons dépasser les clivages politiques et avoir une volonté nationale, un patriotisme pour construire à nouveau cette économie. C'est faisable. Le Ghana le fait maintenant. Et quand on disait aux Ghanéens en 70 que bon, on peut arriver à l'état qu'ils sont aujourd'hui, c'est incroyable. Des gens n'ont pas envie de traverser la frontière parce que ça c'est cocoterie qu'on disait. Maintenant, on a envie seulement d'aller visiter le Ghana. Je pense que le Togo aussi peut se relever. Il suffirait qu'on ait une volonté, des gens de bonne volonté pour pouvoir dire maintenant on en a assez, il faut maintenant évoluer. Et je crois que le problème aussi au niveau des Togolais devait être aussi assainir un peu les concepts religieux. Et puis, parce que le Togolais est un peu partisan, quand maintenant le chrétien voit le musulman, il y a à dire que je suis meilleur par rapport aux musulmans, le musulman dit que je suis mieux par rapport aux animistes. C'est ce qui fait que bon, il y a des sectes sociales ou sociaux qui se créent. Donc nous devons faire de manière qu'il y ait un respect mutuel, pas seulement au niveau de nos hommes entrés avec les citoyens civils, mais aussi dans la société elle-même. Il faudrait qu'il y ait une compatibilité, que chacun se dise que on est ensemble. On est ensemble, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Khalif. Moi, je demanderais, étant donné l'importance de la diaspora qui représente quand même 20% de la population togolaise, qui n'a pas le droit de vote, je demanderais au président de la République, Faure Gnassingbé, de faire un geste magnanime comme il est en train de le faire en ce moment depuis quelques mois vis-à-vis de toutes les composantes de la population. Hier c'était les artisans, la semaine dernière c'était les professeurs du privé qui avaient reçu 500 millions et ainsi de suite, et il en distribue à droite à gauche. La diaspora ne lui demande pas de l'argent. La diaspora demande seulement de participer, de se sentir partie prenante du pays. Donc il n'a qu'à leur offrir, par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale où il a la majorité, du RPT, d'offrir le droit de vote à la diaspora et qu'il applique dès maintenant aux prochaines présidentielles. Comme ça, il montrera sa générosité du cœur. Et là, à ce moment-là, la diaspora, vous verrez, à partir de 2010, se sentant partie prenante des Togolais, qu'ils ne soient plus exclus, ils se sentent plus exclus. À ce moment-là, ils amèneront leurs capitaux, ils investiront dans ce pays. Et la jeunesse, au lieu d'aller faire du zémidjan, ceux qui ont une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou en autres, ils pourraient trouver du travail et ça rendrait tout le monde heureux. Et là, je lui dirais merci, Président Faure. Chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Le thème, je vous le rappelle une fois encore, c'est l'apport de la diaspora dans l'économie des États africains. Quelle perspective, le cas du Togo. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi prochain pour une autre émission. D'ici là, soyez toujours
des nôtres. Au revoir.